Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints à l'école alsacienne où nous sommes en public pour ce Nouvel Esprit Public. Il y a un an, le 7 avril 2024, je disais ici même mes craintes que nous ne puissions continuer à enregistrer et à diffuser notre podcast, car ceux de nos auditeurs qui ont opté pour un soutien ponctuel, qui représente la moitié de notre budget, avaient tendance à oublier de renouveler leur contribution, d'autant plus facilement qu'ils continuaient de recevoir chaque semaine l'enregistrement de notre conversation et que cela finissait par leur sembler aller de soi. Cet appel d'il y a un an a déclenché un fort mouvement de contribution et, comme vous l'entendez, nous sommes toujours là. Cependant, il ne faut pas que les causes qui ont provoqué mon appel de l'an dernier produisent aujourd'hui les mêmes effets. C'est pourquoi, après les avoir vivement remerciés, je demande instamment aux contributeurs ponctuels de renouveler dès aujourd'hui leur contribution et je remercie celles et ceux d'entre vous qui ont choisi la contribution mensuelle qui, quel que soit son montant, nous donne sur nos finances une indispensable visibilité. Nous allons maintenant tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, Jean-Louis Bourlange, ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée et essayiste, Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors et Lucille Schmitt, vice-présidente de la Fabrique écologique. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Terres rares, pourquoi le monde se les arrache ?» Il est chapeauté ainsi « Comment terres rares et autres métaux critiques s'imposent comme les composants de l'avenir au point d'électriser les relations internationales ». Notre prochain enregistrement public à l'école alsacienne est prévu le 15 juin. En effet, au mois de mai, le théâtre de l'école est occupé par les répétitions et les représentations des excellentes performances théâtrales des élèves et par leurs nombreux et non moins excellents concerts. Toutefois, j'étudie en ce moment la possibilité d'organiser en mai un enregistrement public dans un autre lieu. Vous serez tenu au courant des résultats de cette tentative, dont je ne vous cache pas que le succès dépend en grande partie de notre budget. Mercredi, nous mettrons en ligne les échanges que nous aurons tout à l'heure avec le public venu nombreux, malgré un temps splendide et attendu de longue date, venus nombreux à l'école alsacienne. Et puis je vous rappelle que toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Commençons maintenant à nous intéresser au tableau des forces politiques après la décision du tribunal de Paris. Lundi, Marine Le Pen a été reconnue coupable de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National devenu Rassemblement National. Elle a été condamnée à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes avec bracelet électronique et à une amende de 100 000 €. Mais c'est la peine d'inéligibilité à 5 ans avec exécution provisoire qui fait débat. La députée du Pas-de-Calais a interjeté appel mardi de la décision du tribunal correctionnel. Quelques heures après, la Cour d'appel de Paris a annoncé vouloir rendre sa décision à l'été 2026. Alors que le leader du Rassemblement national s'insurge contre la tyrannie des juges, le président défend l'indépendance de la justice et en revanche, tout en considérant qu'il n'a pas le droit en tant que membre du gouvernement de critiquer une décision de justice, François Bayrou déclare qu'en tant que citoyen que la décision du tribunal correctionnel de Paris soulève des interrogations. Lui-même est sous la menace d'une condamnation dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem au Parlement européen pour des faits comparables à ceux reprochés à Marine Le Pen et au Rassemblement national. Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a jugé que la décision de destituer un élu devrait revenir au peuple. LFI pourrait bientôt devoir répondre devant la justice des accusations semblables. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a estimé que si la loi va trop loin, le législateur doit pouvoir la corriger, tandis que le président du groupe de l'Union des droites pour la République, Éric Ciotti, allié de Marine Le Pen, a décidé de la supprimer.
Écologistes, socialistes, communistes et anciens insoumis ont applaudi la décision des juges et fustigé au passage les propos de Jean-Luc Mélenchon. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, et le chef de file des députés macronistes, Gabriel Attal, se sont démarqués. « Je suis troublé par le trouble du Premier ministre », a dit Olivier Faure. « Je ne suis jamais troublé par la démocratie », a enchaîné Gabriel Attal. Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, s'est inquiété des manifestations de soutien de l'internationale de l'extrême droite à l'endroit de Marine Le Pen. Ce week-end, le RN a organisé une mobilisation dans les rues afin de mettre la pression contre l'institution judiciaire, ou comme il le présume, sauver la démocratie. Ce dimanche, Gabriel Attal entend rassembler le bloc central dans un meeting au cours duquel Édouard Philippe, qui n'est pas encore sorti de sa réserve, devrait s'exprimer. Dans un sondage ELAB pour BFM TV, 57% des Français estiment que la décision de justice est normale au vu des faits reprochés. Sur cette question, Nicolas Bavrez. Jamais une décision de justice, de la justice française, n'avait provoqué de telles réactions. On a parlé des réactions en France, mais aussi des réactions à l'étranger, puisque Donald Trump, Elon Musk, Monsieur Salvini, Vladimir Poutine ou encore Viktor Orban ont commenté cette décision. Alors, comment ça s'explique et qu'est-ce qu'on peut en dire ? La première chose qui est étonnante, c'est à quel point finalement il y a eu peu de travail sur le droit et en matière de défense et dans les commentaires qui en ont été faits. Dans la défense de Marine Le Pen, rien pratiquement n'a été fait sur la prescription ni sur la loi Sapin, alors que la très grande majorité des faits sont antérieurs à cette loi, et donc il y a une vraie discussion qui aurait dû être conduite sur le fait qu'elle s'applique. Sur l'exécution provisoire, qui est la chose effectivement la plus compliquée, c'est vrai que la manière dont les juges l'ont décidé à partir du risque de récidive et de trouble à l'ordre public est très paradoxale et effectivement mérite réflexion. Pourquoi ? Parce que dans les principes fondamentaux du procès équitable, il y a le fait d'avoir droit à un appel et effectivement pour que l'appel ait du sens, sauf dans des matières très particulières comme les matières criminelles, il ne faut pas avoir déjà appliqué la partie de la décision qui a des conséquences les plus irréversibles. Donc il y a un vrai problème sur la présomption d'innocence et sur le droit au procès équitable. Et la dernière chose qui est étonnante, y compris venant de gens d'extrême droite, c'est la manière dont tout le monde est dans le camp de Marine Le Pen, dont on se félicite d'avoir une décision d'appel à l'été 2026. Quand on connaît le fonctionnement de la justice et le corporatisme judiciaire, je pense que c'est assez paradoxal de se féliciter de cela. J'ajoute que pour ceux qui regardent, on a quand même 2 décisions de la Cour de cassation qui expliquent que l'exécution provisoire est maintenue, y compris s'il y a cassation après un appel défavorable. Donc, vous voyez que d'un point de vue juridique et judiciaire, c'est assez étonnant de voir comment et la défense et les commentaires sont décalés de ce qui est et le jugement sont décalés du droit. Alors, à partir de là, on a un emballement politique total, comme on l'a vu, des manifestations contre une décision de justice, ce qui est certainement pas la manière de faire fonctionner un État de droit. Le président Larcher, ça a été rappelé, a cette phrase assez surréaliste: si la loi va trop loin, le législateur doit la corriger. Sauf que la loi, elle a été faite par le législateur et que par ailleurs, elle a été faite il n'y a pas si longtemps. Donc, il aurait peut-être été plus intelligent de légiférer en réfléchissant plutôt que dans l'émotion. Et sur les conséquences politiques, elles sont aujourd'hui, par ailleurs, très incertaines sur la possibilité de Madame Le Pen de se présenter ou non et de quelle sera la stratégie du RN, quel sera aussi l'impact sur les électeurs. On voit que les Français sont partagés. Il y en a une majorité qui pense que cette sanction est méritée. Et il y en a une minorité, mais importante, qui est extrêmement mobilisée et révolté par cette décision. Moi, ce qui me paraît important, c'est les 2 choses de fond qui finalement ont été peu soulignées. La première chose de fond, c'est que ce jugement
est une pierre supplémentaire, mais vraiment une bascule sur le dysfonctionnement majeur des institutions de la Ve République. Donc on a aujourd'hui un exécutif qui débat au lieu d'agir, on a un Parlement qui ne vote plus la loi, puisqu'il n'y a pratiquement plus de loi. Il y a des propositions de loi sur des sujets folkloriques, mais le Parlement ne s'occupe plus des réformes fondamentales qui permettraient d'améliorer la situation d'un pays en grande difficulté. Il ne contrôle plus le gouvernement et il ne débat plus véritablement, puisque la mode est plutôt à l'insulte qu'à un débat apaisé et raisonnable. Et effectivement, l'autorité judiciaire s'est engouffrée dans ce vide, conduit une vendetta judiciaire contre la classe politique, dont on sait, il suffit de regarder l'Italie, on sait ce que ça donne, c'est-à-dire que oui, on détruit la classe politique traditionnelle, mais on amène méthodiquement l'extrême droite au pouvoir, et c'est sans doute ce qui est en train de se passer. Par ailleurs, on a substitué au droit la morale d'un corps, et ça, c'est extrêmement contestable. Donc, une crise institutionnelle majeure, et l'autre aspect, qui est vraiment sans précédent, c'est le commentaire international. Ce que j'ai rappelé, c'est-à-dire le fait que certains appellent ça l'international réactionnaire, je dirais plutôt le camp illibéral, mais qui est aujourd'hui majoritaire dans le monde, s'est engouffré et soutient activement Madame Le Pen. Donc, au lieu je pense, de réagir à très court terme, de faire des propositions de loi, etc., il me semble qu'on devrait réfléchir à deux choses. Premièrement, comment, à mon avis, il ne faut pas changer la Ve République, mais il faut revenir à son esprit d'origine, remettre de la responsabilité en haut et puis de l'engagement des citoyens en bas. Et surtout, comment est-ce qu'on s'organise pour faire une réponse des démocraties qui soit une réponse à la fois de défense de l'état de droit, mais également d'évolution de cet état de droit pour répondre à des problèmes qui sont bien réels et organiser, faire en sorte que ce qui reste de démocratie dans le monde puisse s'unir pour apporter une réponse commune à cette offensive de l'illibéralisme qui est aujourd'hui tout à fait spectaculaire. Nicole Nesotto. Oui, alors moi, de façon beaucoup plus terre-à-terre, je vais traiter la question qui nous était posée, qui était les conséquences sur l'état des forces politiques. Et je dois dire que c'est très difficile aujourd'hui de savoir de quel côté va tomber le curseur. D'abord, sur le Rassemblement national, je crois que c'est le parti pour lequel il y a le plus d'incertitudes sur les conséquences de cette décision. Et il est possible que le Rassemblement national joue dans cette affaire à qui perd gagne. D'un côté, on peut dire que le RN va être très affaibli. D'une part, parce qu'il risque de perdre quand même son leader, je dirais pas charismatique, mais enfin celui qui a vraiment une envergure nationale. D'un autre côté, c'est non seulement Marine Le Pen, mais c'est toute la colonne vertébrale du parti qui est accusée, aussi bien Monsieur Alliot que Monsieur Odoul, le porte-parole du parti. Donc c'est vraiment la structure du RN qui est mise en cause. Et troisièmement, cette décision du tribunal risque de créer un vrai conflit entre Le Pen et Bardella. Bardella aura peut-être envie de s'affirmer et de ne pas continuer à faire en sorte que Marine Le Pen soit la candidate déclarée. Donc on peut penser d'un côté que le RN va être affaibli pour ces raisons, surtout si le RN passe à une trumpisation dans la rue, on verra cet après-midi, marquée. Une bonne partie des électeurs récents du Rassemblement national peut avoir peur et arrêter de le soutenir. Inversement, on peut penser que le RN va sortir renforcé de cette épreuve, d'une part parce qu'il est très habile à transformer la coupable en victime. C'est extraordinaire de voir aujourd'hui que c'est Madame Le Pen qui est victime de la décision de justice et non pas la coupable. D'autre part, parce qu'il y a effectivement une vraie possibilité d'arrêt de la stratégie de normalisation du RN, de passage à un retour à un RN polémique, violent, trumpiste, et que ça peut plaire. Le RN peut devenir le dépotoir de tous les ras-le-bol en France, ras-le-bol de la République des justes, ras-le-bol de l'élitisme, ras-le-bol de l'Europe, ras-le-bol de la mondialisation, etc. Et que ça peut effectivement gonfler le score du Rassemblement national. Sur le site du RN, il est dit que
300 000 personnes ont signé leur déclaration, que 10 000 personnes, depuis le jugement, ont rejoint le parti. Donc, le RN, à mon avis, et selon la stratégie qu'il va adopter, peut se retrouver renforcé par cette affaire. En revanche, pour les autres partis, c'est un peu plus clair. Je trouve que le vrai perdant de cette affaire, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon avait fait de son affrontement avec Marine Le Pen au deuxième tour de la future présidentielle la candidate idéale, le repoussoir idéal. Et face à Marine Le Pen, il était pratiquement sûr de gagner, de même que le nouveau Front Populaire avait gagné aux législatives dernières en s'affirmant comme le seul rempart contre le Rassemblement national. Maintenant, si Marine Le Pen disparaît de la scène politique face à Jordan Bardella, dont personne à ce jour ne pense qu'il a la capacité de faire le même score que Marine Le Pen, Mélenchon se trouve de facto complètement décrédibilisé. Et c'est, troisième point, le vrai vainqueur de cette histoire qui pourrait prendre la place, c'est-à-dire Monsieur Retailleau. Je crois que s'il y a aujourd'hui quelqu'un qui se frotte les mains et qui se réjouit de ce résultat, c'est Bruno Retailleau, dont toute la stratégie jusqu'à maintenant a été de coller systématiquement au thème du Rassemblement national, l'immigration, la sécurité, etc., tout en offrant un cadre républicain à l'inverse du Rassemblement national. Et donc, si Madame Le Pen disparaît, Jordan Bardella ne fera pas le poids devant Retailleau, et je crois qu'il y a là pour les LR, et en particulier pour Monsieur Retailleau, un espoir, sans doute exagéré, que j'espère exagéré d'ailleurs, de victoire aux prochaines présidentielles. Les sondages sur la prochaine présidentielle, avec l'hypothèse de tantôt Marine Le Pen, tantôt Jordan Bardella, ne donnent pas raison à votre raisonnement, puisque l'un et l'autre font des scores qui sont extrêmement proches. Lucile Schmitt. Oui, merci Philippe. Moi, ce qui me semble, c'est qu'on peut reprendre l'argumentaire utilisé par Marine Le Pen lorsqu'elle se sait condamnée. Et que dit-elle ? Elle dit que l'état de droit a été violé. Je trouve ça une expression assez à la fois intéressante et surprenante, qui montre comment elle hésite en fait entre la stratégie de la cravate, dont on a cessé de parler, la normalisation, et puis l'envie de dénoncer le système qui la reprend. Et au fond, c'est à travers peut-être cette phrase, l'état de droit a été violé, qu'on peut essayer d'examiner les questions qui nous sont posées aujourd'hui. En quoi est-ce que l'état de droit est une garantie d'un bon fonctionnement démocratique et d'une bonne vie démocratique ? Moi, ça m'a semblé être la question qui se posait aujourd'hui. Et pour cette raison, j'ai lu les motivations du jugement. Vous le savez, il fait 152 pages. Et ce qui est intéressant, et là-dessus je contesterai ce qu'a dit Nicolas Bavray, c'est que il me semble que l'argumentation juridique est assez forte. Pourquoi ? Parce qu'au fond, les juges sont partis d'un présupposé qui est que lorsque vous aspirez à avoir des responsabilités importantes, lorsque vous êtes élu, vous êtes tenu de respecter les principes du droit pénal. Et il n'y a pas d'exemption en fonction du fait d'être élu. Et lorsque vous aspirez à représenter la magistrature suprême, puisque Marine Le Pen a toujours dit qu'elle se présenterait en 2027 et qu'elle l'a réitéré une fois qu'elle était condamnée, puisqu'elle n'a pas laissé à Jordan Bardella le moindre espace et qu'elle a dit qu'il n'y avait pas de plan B, au fond, les juges partent du présupposé que dans la perspective où Marine Le Pen veut se présenter à l'élection présidentielle, il convient de regarder de manière encore plus sévère ce qu'apportent les éléments de l'enquête. Qu'apportent les éléments de l'enquête ? Ils disent que depuis 2005, un système était organisé, jusqu'en 2016, un système systématique de siphonnage des fonds du Parlement européen était organisé. Et je tiens à le dire, c'est pas exactement la même chose que ce qui s'est passé autour de François Bayrou. C'est un système beaucoup plus structuré, beaucoup plus long dans le temps et dans lequel le détournement des fonds publics est beaucoup plus massif. La deuxième chose, c'est que comme heureusement les personnes du Rassemblement national sont un peu des pieds nickelés, il y a un certain nombre de mails qui montrent que tout simplement la question des emplois fictifs, c'est écrit noir sur blanc, a été posée par un député européen du Rassemblement national et que le trésorier du parti lui a répondu « Marine Le Pen, c'est bien tout ça ». Donc c'est quand même assez intéressant. Donc on a des faits massifs avérés et on a une stratégie de défense de Marine Le Pen tout au long du procès qui est un déni complet en disant qu'il s'agit d'un problème administratif. Donc évidemment que le déroulement du procès et la stratégie de défense adoptée par le Rassemblement national et spécifiquement par sa leader, par sa chef avérée, a joué dans les convictions des juges et dans la manière dont Marine Le Pen a été lourdement condamnée. Alors en ce qui concerne la décision d'exécution provisoire,
s'il s'était s'agi d'un chef d'entreprise, s'il s'était s'agi d'un citoyen lambda, il nous aurait semblé tout à fait normal que l'exécution provisoire ait pu être prononcée parce que, d'une certaine façon, il fallait empêcher la récidive. Et j'observe que la stratégie de défense consistant à dire qu'il n'y a pas de risque de récidive parce qu'elle n'est plus députée européenne, alors qu'elle a en permanence dit qu'elle n'avait rien fait et qu'aujourd'hui elle est députée à l'échelle nationale, est quand même un vrai sujet. C'est-à-dire que le risque de récidive en droit s'entend bien en termes de risque de récidive au sens du principe de risque de récidive et non pas au fait de le pratiquer au Parlement européen. Le risque de détournement de fonds publics est tout à fait avéré et continue à être avéré en ce qui concerne le Rassemblement national. Donc moi je trouve que ce jugement est très juste. Je voudrais quand même dire une chose, c'est que certes les sondages montrent qu'il y a une importante minorité de Français qui sont contre ce raisonnement, mais il y a donc une majorité de Français qui le reconnaissent, et que sur la façon dont le Rassemblement national assume d'être propriétaire de ces 11 millions d'électeurs, il y a quand même une discussion à avoir, étant donné qu'aucun parti politique n'a jamais prétendu être propriétaire de ces millions d'électeurs. Donc en ce qui me concerne, j'estime que ce jugement est parfaitement motivé. Qu'il ouvre évidemment un abîme, et c'est ça qui m'a frappé, entre une grande partie de la classe politique française et je dirais beaucoup de citoyens français, comme s'il y avait une vie parallèle entre le monde judiciaire et la vie politique et la vie démocratique, alors qu'une vie démocratique dans un pays n'est pas seulement liée à une élection, elle est liée tout simplement à l'existence de contre-pouvoirs, d'une autorité judiciaire indépendante, et en ce sens, il me semble que les phrases du président Emmanuel Macron ont été extrêmement fortes. Lorsqu'il a dit il y a une justice indépendante, il faut respecter les juges et ensuite il y a un droit de recours. Il a dit en quelques mots tout ce qu'il y avait à dire, et j'aimerais que notre classe politique, au moins une partie de cette classe politique, soit capable de ce genre, comment dirais-je, de neutralité et de capacité à dire les choses très simplement. Au fond, à quoi se résout aujourd'hui le débat politique ? Soit on soutient les juges, soit on les dénonce. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce que c'est qu'une vie démocratique dans une grande démocratie moderne comme la France, dans lequel aujourd'hui, le détournement de fonds publics, le fait de contester la loi, je rappelle que la loi immigration, il y avait quand même une vingtaine d'articles qui étaient contraires à la Constitution, devient une sorte de sport national pour certains. Il faut arrêter, l'état de droit n'est pas violé, l'état de droit doit exister, et il doit exister avec encore beaucoup plus de force. Et en ce qui me concerne, je suis prête à en discuter, mais je trouve que ce jugement est parfaitement motivé. Jean-Louis Bourlanges. Je suis frappé du fait que la question qui paraît posée pour beaucoup d'entre nous, je ne vais pas commenter ce qui a été dit précédemment, avec lequel je suis partiellement d'accord et partiellement en désaccord, mais ce qui me frappe, c'est que le débat sur la responsabilité de la situation actuelle, non pas la responsabilité individuelle de Madame Le Pen et du RN, mais la responsabilité générale de ce système juridique, est soit imputé, est en général, pour ceux qui sont pour ou pour ceux qui sont contre, imputé aux juges. On dit, est-ce que les juges ont bien agi ou mal agi ? Ce qui me paraît frappant, c'est que dans cette affaire, moi je crois qu'il y a beaucoup de choses contestables dans les décisions qui sont prises, mais il y a une chose qui me paraît certaine, c'est que les juges se sont comportés de façon parfaitement conforme à la loi. En revanche, la loi, elle, et notamment la loi Sapin, me paraît très, très profondément contestable sur 3 points. Premièrement, c'est une loi circonstancielle. Ce qu'elle aura en commun avec la PPL, la proposition législative que s'apprête à déposer Éric Ciotti, qui sera également une loi de circonstance. Je crois qu'en tout état de cause, une loi de circonstance est mauvaise. En l'occurrence, elle est paradoxale dans le cas de la loi Sapin, puisque c'est une réponse à un comportement délictuel d'un ancien ministre, M. Cahuzac, mais très curieusement, ce qu'on reprochait à M. Cahuzac, à part le fait d'avoir menti à l'Assemblée nationale, et qui est certainement très condamnable, et qui pourrait même justifier d'une procédure d'indignité nationale, mais ce qui est reproché à M. Cahuzac, c'est un délit de droit commun. M. Cahuzac a fait passer les honoraires qu'il touchait de sa pratique de chirurgien, il les a mis à gauche, si je puis dire. En ouvrant un compte en Suisse dont il a dénié la réalité. C'est un délit que n'importe quel citoyen
non-homme politique ou homme politique pourrait commettre. Donc il est extraordinaire de construire, à partir de ce fait, une espèce de système particulier sur les hommes politiques. Le deuxième problème que pose cette loi, c'est évidemment l'atteinte au principe de la double juridiction. Et là encore, j'exonère totalement les juges, parce que la loi est claire. Elle ne dit pas que les juges ont le choix entre faire l'exécution provisoire ou pas. Elle dit que l'exécution provisoire est de droit, sauf exception à motiver. Donc là, ils ont estimé qu'il n'y avait pas exception. Ils ont d'ailleurs très mal, enfin la juge en tout cas, a très mal présenté son affaire, mais la réalité est que les juges étaient plutôt tenus d'appliquer cela. Et la troisième limite, et interrogation et trouble, comme dirait à la fois le Premier ministre et beaucoup d'autres, qu'introduit cette loi, c'est le concept d'inéligibilité. Moi, je comprends très bien qu'on prononce des cas d'inéligibilité, notamment pour indignité nationale, comme ça s'est fait à différents moments, mais il est quand même clair que c'est une décision qui vise à substituer le juge à l'électeur dans l'appréciation des qualités et des défauts du candidat. C'est donc quelque chose qu'il faut manier avec beaucoup de précautions, et à mon avis, les cas d'inéligibilité devraient être soigneusement circonscrits. Mais là encore, on ne va pas reprocher ça au juge, puisque la loi, c'est la loi. Donc je trouve que dans cette affaire, en revanche, les hommes politiques sont extrêmement légers. Alors vous savez ce que disait François Mitterrand je crois dans le dernier Conseil des ministres, il détestait les juges, et bien qu'il ait été garde des Sceaux, et d'ailleurs est conduit à la mort des dizaines et des dizaines de condamnés, de terroristes, puisqu'il était garde des Sceaux pendant la guerre d'Algérie, mais il disait les juges ont liquidé l'Ancien Régime, ils liquideront la République. Et en tout cas, les hommes politiques se sont conduits dans cette affaire exactement comme les plaideurs dans L'Huître et les plaideurs. Quand il y avait des troubles à gauche, avec l'affaire Urbain, enfin tous ces trucs financiers, la droite s'esclaffait en disant ça va, les juges, les politiques au gnouf. Quand c'était l'inverse, la gauche faisait la même chose. Résultat, ils se sont positivement amoindris. Et c'est une situation qui aboutit à cette loi qui n'est pas satisfaisante. Alors, dans le cas d'espèce, je dois dire que un juge a été parfaitement responsable, et d'ailleurs il s'en est pris en réalité non pas à ses collègues, mais il s'en est pris aux hommes politiques qui ont voté la loi Sapin, c'est le président de la Cour d'appel. Parce que la chose qui était choquante, vraiment choquante, par rapport à l'ensemble de tout cela, c'est la mise en cause du double niveau de juridiction. C'est ce qu'a dit le président de la Cour d'appel. Il a été troublé lui aussi. Et il a dit non, on ne peut pas appliquer ça, c'est extrêmement grave, les conséquences sont énormes, et on ne peut pas, sur une affaire pareille, priver le justiciable du double niveau de juridiction. Il a donc pris la décision d'audiencer. Vous avez vu qu'audiencer, c'est un mot qui a fait fortune cette semaine. Personne n'avait jamais entendu parler de ce mot avant, mais maintenant, tout le monde l'a, y compris moi, là, dans sa bouche. Eh bien, il a décidé d'audiencer cette affaire avant l'élection présidentielle, et du coup, le problème fondamental est résolu. Les juges ont respecté la loi, la mise en cause du double niveau de juridiction a été éliminée grâce à la décision du président de la Cour d'appel, qui a considéré que véritablement il fallait pas abuser dans l'interprétation de la loi Sapin, et donc la situation est absolument satisfaisante. Alors ça, je crois qu'il faut voir ça. Maintenant, sur les conséquences politiques, un mot. Je pense que tout ça est quand même absolument, doit s'inscrire, et je vais terminer par là, doit s'inscrire dans un contexte qui est un contexte extrêmement intéressant de remise en cause systématique de tous les fondements de ce qu'était la pensée populiste et la pensée nationaliste ou
insoumise dans la société française. Nous assistons entre Trump, ce qui se passe à l'étranger, entre Poutine, Trump et cette décision, à une remise en cause de plein de choses. Remise en cause de la critique du libre-échangisme. Vous savez, le libre-échangisme, c'était horrible jusqu'à quelques mois. Personne ne reconnaissait, ce qui avait été pourtant démontré par Trainard et Jean-Cour Galignani, que ça avait été un grand apport pour le monde en développement. Non, maintenant, Trump fait tout ça, on dit c'est horrible. Donc, protectionnisme mis en cause. Géopolitique, on avait dit, non, Poutine, c'est pas très grave, etc. On voit que Poutine, c'est un affreux, et que Trump est un autre affreux. Donc, on est à nouveau resserré sur des exigences géopolitiques. Troisièmement, l'Europe. On avait dit, l'Europe, c'est abominable, etc. Tout le monde dit maintenant que c'est effectivement la nécessité de construire l'Europe si on veut résister aux atteintes à notre sécurité, aux atteintes à la liberté de l'économie, aux atteintes à la démocratie, ça implique l'Europe. Donc on a une sorte de retour du balancier, et cette affaire-là, c'est la conclusion de ça. Car au bout du compte, ce dont on aperçoit, c'est que ces délires populiste de Madame Le Pen sur il faut condamner tout le monde, etc., rencontrent leurs limites, et qu'elle joue le rôle de l'arroseur arrosé, mais du coup, le Rassemblement national est en situation très difficile parce que la tentation de maintenir l'emprise dynastique de la famille Le Pen sur le parti conduit à une stratégie de rediabolisation, alors que Bardella incarne à l'inverse la poursuite de la dédiabolisation. Vous avez vu qu'il était pas du tout sur la ligne de Madame Le Pen vis-à-vis des Russes, pas du tout sur la ligne de Madame Le Pen vis-à-vis du libéralisme, et donc on a au cœur de l'extrême droite là une pénétration de toutes ces remises en cause que je viens de signaler, et qui fait que l'élection présidentielle reste quelque chose de très ouvert. Nicole Nisotto. Oui, alors, sur le jugement lui-même, je suis plutôt du côté de Jean-Louis que du côté de Lucile. Et Lucile, je voudrais apporter 2 contre-arguments, si je peux. Le premier, les juges ont dit, et tu as repris, que la ligne de défense de Madame Le Pen n'était pas la bonne, en gros. Et que si elle avait plaidé coupable, peut-être qu'elle n'aurait pas eu le jugement qu'ils ont donné. Je trouve ça absolument incroyable. Je veux dire, s'il y a une chose de libre, me semble-t-il, dans ce pays, c'est que les accusés ont le droit de choisir leur ligne de défense, quel qu'il soit, et que les juges doivent juger sur les faits et non pas sur le type d'argumentaire qui a été défendu par la justice. Donc ça, je trouve que ce n'est pas un argument qui n'est pas recevable. Deuxièmement, l'application provisoire, elle est effectivement dans la loi automatique, c'est c'est la loi, mais il y a effectivement des possibilités de dérogation, et dans les possibilités de dérogation, il y a l'examen politique général, les contextes politiques généraux. Et là, on pouvait penser quand même que les juges auraient pu supposer que le contexte politique général aurait pu plaider en faveur, non pas d'une application provisoire, mais d'une application au jour de la peine, c'est-à-dire éventuellement après l'appel. Ça, c'est mon premier point. Et deuxièmement, sur les conséquences alors plus immédiates sur l'état des forces, moi je me pose une question. En 2027, si Marine Le Pen ne peut pas être candidate, ce que je ne crois pas que le jugement en appel, les juges vont se dédire. Mais en tout cas, si Madame Le Pen n'est pas candidate... Ne faisons pas tourner les tables. Non. Si Madame Le Pen n'est pas candidate et en même temps Monsieur Macron ne peut pas non plus être candidat, donc on a la sortie en 2 ans des 2 grandes figures politiques qui occupent actuellement la scène française, et peut-être alors le retour à une scène politique beaucoup plus traditionnelle, qui est droite, gauche, centre, les extrêmes ayant perdu avec Madame Le Pen et avec Jean-Luc Mélenchon leurs 2 porte-paroles. Mais c'est une question. Lucile Schmitt. Oui, 2 choses par rapport à ce que vous venez de dire, Nicole. Je crois pas du tout que la question soit psychologique ou que du côté des juges, il y ait l'idée de nier à Marine Le Pen la liberté de sa ligne de défense. En revanche, on peut juger de la contradiction qui existe entre le factuel avéré par l'enquête judiciaire et la réalité des arguments présentés par Marine Le Pen, qui réduit les choses à un problème administratif, alors même que le détournement de fonds publics est parfaitement avéré et renseigné. Donc ça, c'est un premier sujet. Et on voit dans les motivations du jugement que dans les
condamnation à reverser les fonds qui ont été détournés et puis aux amendes, il y a des choses très précises qui sont dites, qui sont en fait quand même une enquête qui a montré qu'un certain nombre de personnes étaient rémunérées par le Parlement européen, alors qu'ils ne mettaient pas les pieds à Bruxelles, et que en fait il y avait une sorte d'optimisation de l'enveloppe globale donnée donc au titre des attachés parlementaires, des assistants parlementaires de chaque député européen. Donc il y avait une enveloppe globale et il fallait en dépenser jusqu'au moindre centime. Donc ça s'appelle tout simplement l'organisation d'un détournement de fonds. Sur la question de Jean-Luc Mélenchon et de ce que vous dites, Nicole, sur le fait de revenir à une scène traditionnelle, il y a, en fait, à mon avis, le balancement entre deux scénarios possibles. Soit une scène traditionnelle, mais dans cette scène traditionnelle, le détournement de fonds publics, en fait, a concerné aussi bien François Bayrou que Jean-Luc Mélenchon, que Marine Le Pen. Donc on peut espérer que dans cette scène qui va venir, ce détournement de fonds publics sera en tout cas parfaitement empêché. Ça pose la question du financement des partis politiques lorsqu'ils sont faibles, lorsqu'ils ont peu de députés. Et on peut observer que dans ce cas précis, il s'agissait de 3 forces politiques qui, en fait, avaient une résonance dans l'opinion publique, mais très peu d'élus. Donc ça peut poser une question du financement des partis politiques qui devrait être adapté, je ne sais pas comment le dire, à ce qui peut devenir des forces politiques potentielles, de façon à ce que on n'imagine pas que le détournement de fonds publics est excusable parce qu'on était faible. Et puis, un dernier point, il me semble que la question de l'exemplarité du personnel politique est aujourd'hui une question effectivement très ouverte, pas seulement l'élection présidentielle. Qu'est-ce que ça veut dire être exemplaire quand on est un élu ? Qu'est-ce que ça signifie sur le fait que ça empêche finalement de se dire j'ai envie de le faire parce qu'il y a trop de contraintes. Mais cette question d'exemplarité, elle est évidemment posée à un moment où le malaise entre les Français et ceux qui sont élus n'a jamais été aussi important. Donc exemplarité, il ne faut pas l'entendre seulement de manière juridique. Comment est-ce qu'on donne un sens à cela ? C'est un point posé parce que je rappelle quand même qu'en 2016, peut-être la loi Sapin, Jean-Louis, est une mauvaise loi, mais enfin Marine Le Pen avait dit il faut faire de l'exécution provisoire automatique. Donc si être élu, ça signifie dire une chose en 2016 et crier à la fin de l'état de droit lorsqu'on est soi-même concerné, c'est un problème d'exemplarité. Je crois qu'il ne faut quand même pas sous-estimer que tout ça a aussi des conséquences à gauche et qu'il y a quelque chose qui s'affirme dans la rupture entre la France insoumise et le reste de la gauche. Au passage, d'ailleurs, je voudrais quand même souligner un propos de M. Mélenchon qui me paraît exemplaire de sa méthode et de sa façon de transformer la réalité pour répondre aux questions que la dite réalité pose. Jean-Luc Mélenchon a déclaré « La décision de destituer un élu devrait revenir au peuple ». Mais personne n'est destitué dans cette affaire. Et c'est évidemment, il a tout à fait raison. On ne peut pas imaginer que destituer un élu puisse appartenir à une autre catégorie que la catégorie des électeurs. Mais une fois de plus, cette façon de faire un brouillard autour d'une question précise est exemplaire de la méthode mélenchonesque du Jean-Louis Mélenchon. Oui, moi je suis en désaccord avec intellectuel avec ce que dit Lucie, notamment alors en revanche, j'ai dit exactement comme vous que Marine Le Pen qu'à s'en prendre qu'à elle-même, parce que c'est vraiment le numéro de l'arroseur arrosé. Elle est en train de protester contre le système qu'elle a appelé de ses voeux. Elle a même appelé un système plus sérieux et plus grave encore. Donc là, véritablement, elle est en contradiction parfaite. Là où, intellectuellement, où je suis d'accord avec Nicole, c'est que je crois effectivement que l'expression d'un désaccord juridique est de droit. D'ailleurs, il est tellement de droit qu'on a prévu 2 niveaux de juridiction. Ça prouve bien que c'est pas parole d'évangile qu'une décision en première instance. Et je crois que là où je suis un peu choqué par la décision, par la motivation exprimée par le tribunal, c'est de transformer l'expression d'un désaccord juridique en une présomption de désobéissance civile. Je crois qu'il n'y a pas de raison de penser cela. Je vous signale que le cas de récidive, les délits dont il s'agit ont cessé depuis décembre 2016. Donc la récidive, et Madame Le Pen n'aurait ni les moyens ni la volonté même si elle avait la volonté, elle n'aurait pas les moyens de revenir là-dessus. C'est d'ailleurs intéressant parce que la loi Sapin se met en mouvement
est promulguée juste à la fin 2016. Il y a donc un petit problème de rétroactivité ou de non-rétroactivité qui pourrait se poser. Donc je suis, de ce point de vue-là, c'est ce qui m'avait profondément choqué dans la décision, c'est la mise en cause de l'injonction, de l'exécution provisoire, à ceci près qu'à la différence de beaucoup de détracteurs, je ne mettais pas du tout en cause les juges sur ce plan-là, parce que c'est la loi qui le dit. Mais là où je trouve que c'est quand même pas du tout le problème maintenant, c'est que le problème est réglé grâce au président de la Cour d'appel. Madame Le Pen aura le droit à son double niveau de juridiction. Je ne suis pas sûr, en revanche, que le fait de ne pas prendre une décision avant l'été dans un an soit une force pour le Rassemblement national. On voit bien, je fais une remarque, alors là d'observateur, presque de journaliste, et pas de responsable politique que j'ai été, que je ne suis plus, bien sûr, mais j'ai été frappé d'une chose, je ne sais pas si ça vous avez ressenti ça comme ça, j'ai écouté Madame Marion Maréchal Le Pen s'exprimer à la télévision en des termes d'une sentimentalité débordante de solidarité à l'égard de sa tante. Et alors, je me suis rappelé, je me suis saisi, je me suis touché, je me suis dit, mais n'avait-elle pas fait preuve de la plus grande félonie au moment où la dite tante était en difficulté majeure dans sa confrontation avec Monsieur Zemmour? Et alors, je me suis dit, mais que s'est-il passé? Et je me suis dit que Marine et Marion Le Pen avaient en commun quelque chose qui est de considérer que le RN était la propriété dynastique de la famille Le Pen et que donc elle se dit sans doute que sa tante est assez mal partie pour être candidate, mais que elle, en tant que Le Pen, elle est infiniment plus légitime que cet usurpateur de Bardella qui pourrait prétendre à la chose. Et j'ai l'impression que l'une des dimensions de cette affaire, à l'intérieur du RN, mais c'est une observation, c'est pas du tout prise de position politique, mais l'une des dimensions de cette affaire, c'est la lutte entre les dynastes, ceux qui considèrent que le Rassemblement national, c'est une affaire de famille, et ceux dont Bardella est plus ou moins objectivement le représentant, même s'il le fait avec une espèce de gêne et de timidité assez impressionnante à regarder, est le représentant d'une sorte de normalisation qui voudrait que le RN devienne un parti normal. Simplement, le réflexe dynastique conduit à rediaboliser le RN et le comportement de dédiabolisation débouche sur une candidature Bardella. Et là, il y a une tension qui va durer pendant de très longs mois et dont je ne sais pas dans quel état le RN en sortira. Vous avez compris que Jean-Louis Bourlanges vient de conseiller à Marion Maréchal Le Pen d'épouser Jordan Bardella. Ce qui est évidemment le meilleur et même le seul moyen de le faire cocu, politiquement parlant, évidemment. Nicolas Bavrez. Quelques brèves remarques. D'abord, Vichinsky, qui était le procureur des procès de Moscou, disait la chose suivante: la justice n'est pas là pour défendre l'individu contre l'État, elle est là pour défendre l'État contre les individus. Et c'est vrai que ce qui est choquant dans la démarche, et ça a été rappelé par Nicole Niesotto et Jean-Louis Bourlanges, c'est que quand vous êtes devant un tribunal, si vous êtes témoin, on vous demande de jurer de dire la vérité. Si vous êtes la personne mise en cause, on vous ne demande pas de jurer de dire la vérité, parce que vous avez le droit de définir votre défense. Vous avez le droit de vous taire, vous avez le droit, y compris, de jouer avec peut-être la vérité, mais en tout cas, c'est votre liberté et c'est un point fondamental de l'état de droit. Donc ce qui est très choquant dans ce jugement, c'est le fait que le tribunal explique que Madame Le Pen, pour échapper à l'exécution provisoire, aurait dû avouer. Et là, on est dans une logique de procès de Moscou, et c'est vraiment très, très choquant du point de vue de l'état de droit. Et l'autre caractère, donc, parce que ça, c'est vraiment contre la présomption d'innocence et contre la liberté de se défendre. Et l'autre caractère choquant, c'était effectivement la suppression de la règle de l'appel. Donc, ça, c'est vraiment des problèmes fondamentaux pour le respect ou non du procès équitable. Deuxième chose, ça a été rappelé, on paye là, et Madame Le Pen est prise effectivement à son propre piège. Je rappelle qu'elle était pour l'inéligibilité à vie
quand on a discuté ce texte. Et d'une manière générale, la pénalisation de la vie politique comme de la vie économique est complètement folle. On a des parlementaires qui votent des lois avec l'idée que les juges ne les appliqueront jamais. Et de fait, les juges sont quand même payés pour appliquer les lois, même quand elles sont complètement déraisonnables et excessives. En somme, Nicolas, c'est un grand succès, Madame Le Pen, ce jugement. La troisième chose, c'est que sur les effets à long terme, moi je pense quand même que le poison qui se répand pour la démocratie est extrêmement efficace et dangereux. Parce que, au bout du bout, les conséquences de court terme ou sur l'élection présidentielle ont été discutées, mais le vrai effet structurel, c'est que il y a le fossé entre les élus, les magistrats, donc la justice, et les citoyens est en train de se creuser encore un peu plus, et que la manière de rétablir un fonctionnement des institutions sera compliquée. Et la dernière chose, c'est ce côté illibéral, j'y reviens, on n'a jamais vu une décision de justice avoir un tel impact international. Et là aussi, les choses sont ambiguës, parce que, effectivement, le fait pour Madame Le Pen d'être soutenue par Trump, Musk, Poutine, Orban et Salvini, ce sont sans doute des faits, mais je suis pas sûr que ce soit des bonnes faits. Elles sont sans doute plutôt des faits carabosse. Lucille Schmitt. Oui, moi, ce qui me semble, c'est que il y aurait une sorte de paradoxe à ce que ce jugement ne soit pas situé aussi dans un contexte politique. C'est-à-dire que on sait bien que au moment même où il a commencé, Gérald Darmanin, par exemple, a dit qu'il espérait que Marine Le Pen ne serait pas condamnée à l'exécution provisoire. Donc il y a eu toute une série de commentaires faits par la classe politique, par une partie des hommes et des femmes politiques, alors même que je rappelle que la règle est qu'on ne commente pas une décision de justice, enfin, c'était en tout cas la règle avant ce procès, et que, d'ailleurs c'est celle à laquelle s'est tenu le président de la République par exemple, et que avant même qu'il ne commence, on avait un peu expliqué au juge comment il fallait qu'il juge. Donc ça, c'est un premier point. Donc on voit bien que le rapport de force, aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de questions politiques, entre les juges, entre, ça vient d'être dit, ceux qui ne sont pas français, c'est-à-dire que l'immixtion, l'interférence dans les affaires intérieures, elle n'existe pas seulement par rapport à Elon Musk en Allemagne, elle existe aussi par rapport à ce qui vient de se faire en France. Donc on est dans un nouveau contexte politique, à la fois interne et international. Donc dans ce contexte, que les juges aient assumé, au fond, une sorte de rapport de force, ça me semble être tout simplement assez logique. On peut dire que c'est pas, ça correspond pas à la règle de droit d'avant, etc. Sauf qu'on est dans un nouveau contexte. Et que, par exemple, le fait de dire que Marine Le Pen allait se présenter à l'élection présidentielle lui donnait, en quelque sorte, un devoir d'exemplarité supplémentaire. Moi, je le comprends très bien. C'est pas rédigé exactement comme ça. Je vous invite à aller voir. Et d'ailleurs, à aucun moment, dans la rédaction de la motivation, il y a quelque chose qui dirait elle a adopté une mauvaise ligne de défense. Je tiens à le dire aussi. Ça, c'est davantage les commentaires médiatiques qui sont intervenus. Donc attention au fait qu'aujourd'hui, plusieurs mondes, en quelque sorte, se percutent. Un monde médiatique, un monde politique qui aujourd'hui ne respecte plus la règle de laisser les juges, l'autorité judiciaire dans une forme d'indépendance, et puis un langage juridique qui a une transcription médiatique qui aujourd'hui ne correspond pas exactement à celle du langage juridique, et une faiblesse aussi des forces démocratiques par rapport à des forces qui sont des forces, ça a été dit, de démocratie illibérale, alors même que le rapport de force, il faut le structurer. Donc en ce qui me concerne, je trouve ce jugement effectivement tout à fait particulier, original, bien motivé en droit, et introduisant le fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une démocratie de combat. J'ai juste un mot, mais le devoir d'exemplarité des élus, typiquement, c'est aux citoyens d'en juger. Il est nulle part dans le code pénal. Moi, je veux bien que... Il faut qu'on me dise où est-ce qu'on trouve cette disposition dans le code pénal. Elle n'y est pas. Et donc, à partir du moment où elle n'y est pas, les magistrats en font beaucoup usage en ce moment, mais ils n'ont pas à le faire. Le magistrat doit effectivement être la bouche de la loi. Jean-Louis Bourlanges. Oui, j'ai consulté pas mal de juristes dans cette affaire pour essayer de me faire, comme chacun d'entre nous, une idée à peu près juste.
Et il ressort de ces consultations que tout le monde me dit que le code pénal français est un véritable maquis de contradictions, des ajouts empiriques de tous côtés, et qu'il faudrait évidemment le toiletter pour lui donner un peu de cohérence. Bon, on peut dire exactement la même chose, en plus du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de procédure civile, du code de procédure pénale. Il y a un travail de réflexion, de nettoyage, de ravalement, je ne sais pas comment il faut dire, qui est absolument considérable et qui est malheureusement dû à la propension croissante des élus à ajouter des textes et aussi aux gouvernants à ajouter des arrêtés, des circulaires, etc. Un de mes amis magistrats disait que sa pratique, qui avait été conseillée de 2 premiers ministres successifs, disait que dans la pratique, en réalité, la loi était inférieure au décret, le décret était inférieur à l'arrêté, et l'arrêté était inférieur au coup de téléphone. Sur ces constatations, hélas, toujours d'actualité, je vous propose que nous passions au bref, que je vais introduire en cédant, comme c'est le cas une fois par an, à une forme d'autocongratulation, c'est-à-dire en vous lisant le texte d'un auditeur. Merci pour votre émission. À vrai dire, cela fait bien 20 ans que je vous écoute assidûment, c'est-à-dire depuis mon adolescence, et que vos débats de haut vol, toujours courtois, structurent ma pensée. Il me semble donc à propos de vous remercier, car une chose est sûre, sans vous, il me manquerait beaucoup. Au-delà du remerciement personnel et familial, car votre écoute est une affaire de famille sur 2 générations, on peut certainement vous adresser un remerciement collectif, car vous contribuez à élever et apaiser les débats d'une actualité souvent livrée à la dictature des mouvements d'humeur et de l'audimat. Vous comprendrez que je n'ai lu cette lettre touchante, pas seulement pour le plaisir de nous caresser un peu l'ego, mais aussi pour rappeler, comme je l'ai fait au début de cette émission, à ceux qui veulent contribuer qu'ils contribuent, et aux contributeurs ponctuels de ne pas négliger le renouvellement de leurs contributions ponctuelles. Jean-Louis Bourlanges. Oui, hier, à l'Assemblée nationale a été remis à Gérard Courtois le prix du livre politique pour son livre « La saga des élections présidentielles ». Je dois dire moi j'ai un petit différend avec Gérard Courtois, historique, parce qu'il n'a pas été tout à fait de notre côté au moment où nous avons eu des difficultés assez grandes avec France Culture et avec la directrice de France Culture de l'époque. Mais je suis comme François Mauriac, même si je me rappelle les dates, je pardonne les offenses. Et là, je trouve que je suis donc très heureux de saluer ce livre, de saluer ce livre qui est remarquable. C'est un livre que tous ceux qui veulent avoir une approche de ce qu'a été la République française au cours des 60 ou 70 dernières années doivent lire. Et ça illustre, ce livre est extraordinaire parce qu'il illustre une phrase que notre ami Max Gallo avait l'habitude de prononcer, à savoir que la seule loi en histoire, c'est la surprise. Or, quand on regarde les élections présidentielles depuis 1965, elles sont étudiées une par Gérard Courtois, on s'aperçoit que c'est toujours la surprise, que ça n'a jamais été... Bon, De Gaulle a été réélu, mais il y a eu une émergence, il a été mis en ballottage, c'était une surprise. Ensuite, c'était Poher qui était candidat au lendemain, c'est Pompidou qui a été élu. Ensuite, c'était Chaban qui était favori, c'est Giscard qui a été élu. Ensuite, c'était Giscard qui était favori, c'est Mitterrand qui a été élu. Ensuite, c'est Mitterrand qui a été réélu contre Barre et Chirac, et ainsi de suite. Et donc, c'est extraordinaire de voir que l'élection présidentielle, même si on critique l'élection du président de la République au suffrage universel, même si on met en cause les faiblesses de la Constitution de la Ve République, c'est le grand rendez-vous que les Français ont avec leur système politique et qui leur donne à la fois 2 choses essentielles, le pouvoir de décider et la joie de la surprise. Alors, en ce qui concerne Gérard Courtois et son attitude au moment où nous avons en effet eu des difficultés avec quelqu'un qui à son tour a eu beaucoup de difficultés jusqu'à devoir quitter la direction de France Culture, je suis comme Jean-Louis Bourlanges, je suis tout à fait de l'idée que il faut laisser passer, mais cependant, je me souviens d'un proverbe provençal que ma grand-mère utilisait volontiers, qui disait que le cul lui pèle et que les bras lui raccourcissent.
Je ne m'associe pas. Menteur. Cela dit, en même temps, j'apprends, grâce à Jean-Louis Bourlange, que pour une fois, depuis qu'il existe, le prix du livre politique va à un livre qui vaut la peine d'être lu, car le prix du livre politique est la caricature du système des prix français, du copinage et de ce qui pourrait être figuré par une publicité qui était sur les murs, dont les plus anciens se souviennent, qui était la publicité pour la peinture Ripollin, où on voyait 4 types qui se peignaient l'un derrière l'autre, chacun peignant la blouse de celui ou les éléphants qui se tiennent la trompe de l'un dans la queue de l'autre. Lucille Schmitt. Merci Philippe. Alors sans transition entre Gérard Courtois et le cinéma chinois, moi je voulais vous recommander d'aller voir Black Dog du cinéaste Gang Hu, excusez-moi si je prononce mal, qui avait été lauréat de la sélection. On prononce bien, mais c'est l'accent qui est défectueux. Oui, c'est ça. c'est ça, c'est une langue à thon. Et donc, peut-être l'avez-vous vu, c'est un film, c'est une sorte de western en fait chinois qui se passe dans le désert de Gobi, une ville qui est aux portes du désert, et une ancienne gloire Lang revient dans cette ville, et en fait c'est un film absolument envoûtant parce que il se passe dans cette ville abandonnée au moment des Jeux Olympiques, où les Jeux Olympiques de Pékin vont commencer, et on nous fait entrevoir ces laissés pour compte de la Chine, donc dans ce désert froid, et en fait la ville abandonnée est laissée aux chiens errants. Et Lang, qui est lui-même une sorte de chien errant, va se lier avec un lévrier noir, Black Dog, et il n'y a pas vraiment d'action, mais il y a cette vision absolument extraordinaire d'un moment où l'humanité et l'animalité vont se fondre dans ce lieu désolé, et où d'une certaine façon, je trouve ça très intéressant en ce moment de voir comment ce qui se passe en Chine ne se réduit pas seulement à la question économique. Il y a aussi des enjeux extrêmement humains, démocratiques, et beaucoup de surréalité, notamment un zoo en déshérence, un cirque, parce que le cirque c'est chinois, et un tigre qui va s'évader. C'est assez merveilleux et envoûtant. Nicolas Bavrez. Je voulais recommander le nouveau livre de Giuliano d'Empoli, L'heure des prédateurs. Ses précédents ouvrages étaient vraiment très intéressants et continuent, j'allais dire, à nous guider un peu dans l'analyse de l'actualité. Il y avait les ingénieurs du chaos, il y avait le mage du Kremlin, Monsieur Surkov, qui a été interviewé récemment par l'Express. Donc D'Empoli nous montre que nous vivons le retour de Machiavel du XVIe siècle, de la force et de César Borgia au pouvoir. Nous avons cru que nous étions dans le monde de Montesquieu, de la séparation des pouvoirs, de la société civile de Locke ou de la paix perpétuelle de Kant. Et en fait, c'est le monde réel qui revient, le Léviathan de Hobbes, la lutte des classes de Marx et la guerre des dieux de Max Weber. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que je pense qu'il a raison sur ce monde de chaos et de violence. D'une certaine manière, ça prolonge l'analyse de Thérèse Delpech dans L'ensauvagement du monde. Mais surtout, il nous invite à en tirer toutes les conséquences. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on continue à avoir toute une partie des dirigeants ou des élites européennes qui restent dans le déni de ce qui se passe, de ce qu'est vraiment Donald Trump, de ce qu'est vraiment l'Amérique aujourd'hui et des conséquences qu'il faut en tirer. Donc finalement, c'est aussi un appel à réveiller l'Europe. Elle a aujourd'hui, pour le coup, elle retrouve un vrai projet politique historique qui est d'être le refuge de la démocratie, de l'état de droit et du monde libre. Mais il faut vraiment bouger, changer beaucoup de choses pour parvenir à réaliser ce projet. Nicole Nizzuto. Alors, je n'ai pas encore lu cet ouvrage, mais je vais simplement dire... Tu vas cependant en dire du bien, nous sommes d'accord. Comment ? Tu vas cependant en dire du bien. Non, je voudrais simplement dire... Sinon, tu vas finir au jury du prix du livre politique, si tu parles, non, mais est-ce que je peux m'exprimer sans que tu te laisses aller à une ironie que tout le monde apprécie, sauf moi, parfois, dans cette salle. Donc, merci. Je voulais simplement dire que d'autres avant lui, en particulier Bruno Tertrais, François Hesbourg et surtout Michel Duclos, ont attiré notre attention sur le retour des prédateurs. C'est tout ce que je voulais dire, ce qui veut dire que je ne vais pas forcément lire cet ouvrage d'Empoli puisque je connais le thème. Mais moi, mes brèves étaient pour dire justement que par ces temps troublés, les livres se périment vite et donc je pense que les revues ont aujourd'hui un rôle essentiel dans le débat public. Et je voudrais citer 2 revues et 2 articles de
ces revues. La première, c'est la revue Télos, qui est une excellente revue dont on ne parle pas assez dans cette émission, et Jean-Louis la connaît. Franchement, là, c'est un reproche J'ai manqué la noire réunion injustice. jeudi dernier, je suis furieux. Mais j'avais Mais dans la dernière livraison de la revue Télos, il y a un article formidable de Gilles Andréani sur « A-t-on raison de parler de la menace russe ?» où il analyse, mais vraiment de façon très précise, les 3 éléments pour juger d'une menace ou pas, qui est l'état des forces, c'est-à-dire la menace. Deuxièmement, le sentiment d'agression. Et troisièmement, l'intention de nous agresser. Et donc, et c'est très convaincant. Et la réponse de Gilles, c'est oui, il y a une menace russe. Et c'est vraiment très convaincant. La deuxième revue que je veux citer, avec un article également formidable. Alors, c'est une revue en anglais, c'est Foreign Affairs. Et dans le dernier numéro de Foreign Affairs, il y a l'article à lire sur l'OTAN sans l'Amérique, NATO without America, où Ivo Dadler, qui est un ancien ambassadeur américain à l'OTAN, démocrate, donc sous comment il s'appelle, Obama, Ivo Dadler analyse la qualité, le nombre, la précision des verrous américains pour le contrôle de l'OTAN et des alliés européens dans l'OTAN. Et c'est extraordinaire, il connaît ça par cœur, il a été 4 ans ambassadeur à l'OTAN. C'est donne à penser que ceux d'aujourd'hui, de nos partenaires qui pensent qu'on peut créer une défense européenne en européanisant l'OTAN, ce qui n'est pas mon cas, se trompent peut-être lourdement. Juste un mot, si tu écoutais plus souvent cette émission, tu saurais que j'ai très souvent recommandé la lecture et l'abonnement à Télos et le soutien financier aussi à Télos. Dès que vous avez soutenu le nouvel esprit public, précipitez-vous pour soutenir Télos, et notamment un article récent de Gérard Grimbert qui commente les sondages sur la réaction des Américains à l'égard des décisions récentes, elles sont d'ailleurs forcément toutes récentes puisqu'il n'a été installé qu'en janvier, de Trump et aussi à l'égard de Musk. Je vous remercie, je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va en assurer le compendium, Nicolas Tourneau qui veille au site tandis qu'Olivier Magloire s'occupe des questions liées au financement et aux plateformes de financement. Je remercie Michael Fristo et Christian Sori qui ont enregistré cette conversation et je remercie évidemment l'école alsacienne qui, pour la 8e année, nous accueille dans son théâtre. Merci et nous allons maintenant, après le générique, nous allons passer à la conversation avec les auditeurs à la dite école alsacienne. Merci.